Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Eh bien, nous allons vous offrir un autre hors-série ce matin. Vous aimez cela et nous aussi. Cela nous permet de fouiller dans les archives de l'histoire, de faire remonter, si vous voulez, de la tombe quelques-uns de nos ancêtres. Question d'apprendre d'eux. Car même s'ils ont vécu il y a, voilà, 2 siècles déjà, eh bien, vous serez surpris devant leur contemporanéité. Hein. Comment, malgré le fait qu'ils semblent être éloignés dans le temps, eh bien, leur verticalité, leur courage, leur lucidité dans l'analyse politique, comment tout cela est proche de nous. Et c'est mon privilège dans ces hors-séries de nous rapprocher de nos ancêtres, question d'enjamber ces 2 siècles qui nous séparent d'eux dans le temps. Et quand on fait cela, on réalise, bon Dieu, à quel point ils sont contemporains, à quel point en tout cas ils sont pertinents. Eh bien, nous sommes rendus déjà presque à la mi-septembre. Eh bien, c'est bientôt l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines le Grand, le premier homme d'État haïtien, le premier empereur haïtien. Cet homme est plus grand que nature. Et tandis que je préparais cette émission, je me dis, tenez, Jean-Jacques Dessalines a sûrement autre chose à nous apprendre dans ce hors-série. Donc nous allons faire remonter, n'est-ce pas, de la tombe Jean-Jacques Dessalines, lui parler en tête-à-tête et lui poser la question sur son courage, sur sa lucidité, comment il a fait tout cela, tenez. Et vous verrez que si on fait l'histoire à cette émission, ce n'est pas, si vous voulez, dans une perspective muséale. Lorsqu'on fait l'histoire à cette émission, ce n'est pas comme entrer dans un musée où tout relève du passé.
on fait l'histoire à cette émission de manière à tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Vous connaissez le rituel, je vous veux éveiller. Donc à ce stade-ci, offrez-vous une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Voilà, avant la pause, on s'était promis de faire remonter, de faire surgir de la tombe tel un dieu, parce que pour moi, Dessalines est un dieu. Donc faire ressurgir de l'au-delà cet ancêtre Jean-Jacques Dessalines, dont ce sera l'anniversaire convenu prochainement, donc dans un peu moins de 10 jours, soit le 20 septembre prochain. Jean-Jacques Dessalines serait né un 20 septembre 1758 sur une plantation d'esclaves, l'habitation Cormier, près de la grande rivière du Nord, dans le nord d'Haïti. Et comme tout esclave dans une colonie, on est livré à des conjectures, on est livré à des hypothèses. Pour quelle raison? Parce que les esclaves n'avaient pas d'acte de naissance là. Certaines fois, on arrive à trouver exactement la date d'anniversaire parce que ça correspond précisément au jour anniversaire d'un saint. Et on dit, mais puisqu'il porte le nom du saint, parfois le maître d'esclaves nommait son esclave en fonction du jour anniversaire du saint auquel il prend naissance. Et d'autres fois, l'année c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Il arrive au maître d'esclaves lui-même de noter que tel esclave est né en telle année, surtout si l'année est liée à un événement particulier pour lui. Bon. Et donc c'est ça, c'est ça la conjoncture, c'est ça le quotidien, c'est ça le contexte dans lequel nos ancêtres, à vous et à moi, sont nés. Ils ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche, une cuillère d'argent, une cuillère d'or, une cuillère de diamant. Lorsqu'ils sont nés, des mages d'Orient ne sont pas venus pour lui apporter de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Pas du tout. Rien qui relève de ces grands mythes-là. Nos ancêtres, et c'est pour cela que je me sens autorisé de parler d'eux, ils sont précisément ce que nous sommes. Ils sont nés dans un contexte extrêmement difficile. Imaginez dans un contexte d'esclavage, de parents esclaves et environnement d'esclaves. Et donc, quand Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Duclos, parce que son premier maître fut un certain Duclos, mais quand il vint au monde, eh bien, il a ouvert les yeux et autour de lui, c'était des esclaves des champs, comme ce fut le cas pour lui, et plus tard,
il sera un esclave à talent puisqu'il va travailler comme charpentier dans la construction de quelques bâtiments, etc. Et ces biographes retiennent que ce n'était pas un esclave facile. Il en mangeait des coups de coco macaque, il en mangeait des coups de bâton, parce qu'on voulait le discipliner, bonne chance. On voulait le casser pour le faire entrer dans le moule, pour l'institutionnaliser, pour le faire accepter le fait qu'il est nègre et que son destin veut qu'il soit la chose du maître blanc et que c'est ainsi qu'il mourrait. Chose du maître, bête de somme, un rien. Et c'est précisément, encore une fois, pourquoi j'aime présenter ces hors-séries, parce que quand on prend le temps quand nous prenons le temps de nous replonger dans la vie de nos ancêtres, eh bien nous réalisons qu'ils sont tous des gens ordinaires. Pas fait de grandes études. Quand ils en ont fait, c'est un petit peu au prix de nombreux sacrifices, puisque la loi interdisait cela. Et en plus, ce Jean-Jacques Dessalines dont je vais vous parler, c'était un dur à cuire dans le sens qu'il était têtu. Il refusait d'entrer dans une case institutionnelle. Il y a quelque chose en cet homme qui lui disait qu'il n'était pas un esclave, même s'il était né dans l'esclavage. Il y a quelque chose en lui qui lui disait qu'il ne devait pas accepter son sort comme venant de la nature et qu'il pouvait faire quelque chose pour changer sa situation. Et en effet, il changera sa situation. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Il passera de plusieurs habitations d'esclaves, il sera vendu à plusieurs maîtres. Donc ainsi, il sera Jean-Jacques Duclos. Dans un premier temps, il finira Jean-Jacques Dessalines. Après, ce sera le général Jean-Jacques Dessalines. Et il est mort empereur Jean-Jacques Dessalines.
Autant dire, et là c'est une citation de Nelson Mandela que je vais vous faire, on est, quand on veut bien, maître de son destin. On est toujours maître de son destin. Quand Nelson Mandela était en prison en Afrique du Sud parce qu'il était le porte-étendard de la lutte anti-apartheid, là, il y en avait d'autres leaders là, contre l'apartheid. Pensez à d'autres comme Steve Biko, il y avait des femmes aussi. Winnie Mandela, sa femme, fut aussi une militante costaude et féroce contre l'apartheid. Eh bien, quand lui, il était enfermé là, dans une cellule, pendant plus de 25 ans, 27 ans de mémoire, eh bien, il se donnait des mots d'ordre, il se parlait à lui-même, il faisait de l'autosuggestion. Et l'une des phrases qu'il aimait à se répéter, c'est que ce n'est pas le geôlier qui est le maître de son destin, ce n'est pas le chef d'État de l'Afrique du Sud qui est le maître de son destin. Il se disait qu'il était le maître de son destin et qu'il pouvait influer sur le cours de sa vie. Et c'est pour cela, j'aime à le dire, la biographie est sûrement l'un de mes genres littéraires préférés, parce que quand on voit des gens qui réussissent, certaines fois on pense qu'ils ont toujours réussi. On pensait qu'ils étaient prédestinés à une vie de gloire, à une vie de succès. Et non, quand on prend le temps de regarder dans leur vie, et là je ne parle pas d'histoire sainte, là, je parle d'histoire véritable, eh bien quand on prend le temps de regarder dans leur vie, on réalise que, mais pour grand qu'ils soient, eh bien ils sont ce que nous sommes. Du moins s'ils ont commencé comme vous et moi. Ce Jean-Jacques Duclos, esclave, ce Jean-Jacques Duclos, homme insoumis, homme difficilement cassable, eh bien, était vendu d'une plantation à une autre, changeait de nom à chaque fois, changeait de responsabilité à chaque fois. Et c'est cet homme qui, à la déportation de Toussaint Louverture, à sa mort en avril 1803, va comprendre que c'est à lui désormais de terminer le travail de Toussaint Louverture, c'est-à-dire d'engager cette lutte à finir avec les Français. Ici on parle de la plus grande armée du monde, de l'une des armées les plus puissantes, l'armée de Napoléon Bonaparte, l'homme qui mettait à genoux littéralement l'Europe et qui construisait un empire de plus en plus invasif et qui installait des rois partout à travers l'Europe et ailleurs aussi. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines va livrer bataille contre l'armée de Napoléon. Il va la vaincre. Cette armée mangera la poussière devant l'intrépidité et la combativité de Dessalines et de ses lieutenants et de ses généraux. C'est de cet homme que j'aimerais vous parler ce matin. Vous l'aurez compris, ce hors-série sera pour moi une thérapie, je vous le dis net. Quand le présent est décourageant, quand le présent invite à la désespérance, la désespérance, c'est encore plus fort que le désespoir. Eh bien, je m'offre cette oasis. Quelle est cette oasis? Ben, j'ouvre les portes de l'histoire. Je vais fouiller dans la biographie de mes ancêtres et je découvre qu'ils ont connu pire. Et du pire, ils ont produit le meilleur. Et s'ils l'ont fait malgré le fait qu'ils sont de la même pâte que nous, malgré le fait qu'ils sont du même moule que nous, eh bien, nous pouvons nous aussi produire du bon à partir du mauvais, produire du meilleur à partir du pire. Et donc, ce Jean-Jacques Dessalines nous a appris à créer, à forger nous-mêmes notre destin. N'accepter personne comme étant son maître. Non, je suis mon propre maître.
je suis là pour apprendre. Vous pouvez tout tenter, vous pouvez me punir, vous pouvez me vendre à qui vous voulez, mais mon destin, je le forge moi-même. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Et puisqu'il est comme ça, Jean-Jacques Dessalines, c'était un soldat farouche, un soldat brave et intrépide. On ne sait pas comment Jean-Jacques Dessalines a fait la rencontre de Toussaint Louverture, ou plutôt comment Toussaint Louverture va le découvrir, mais très tôt, Toussaint Louverture va être frappé devant l'intrépidité de cet homme. On dirait que, et c'est un trait de caractère extraordinaire, extraordinaire pour vous et moi qui vivons aujourd'hui, mais c'est un trait de caractère qu'on retrouvait chez la plupart de nos ancêtres. On dirait que pour Jean-Jacques Dessalines, la mort, c'était rien. Il ne la craignait pas, cette mort. Il marchait au devant de la mort, et quand le devoir l'invitait à poser telle action, il ne pensait pas aux conséquences comme la mort, il ne pensait pas à une conséquence hautement probable, n'est-ce pas, comme nous le verrons, n'est-ce pas, de se faire assassiner. Quand le devoir l'appelle, eh bien, il répondait présent. Eh bien, c'est cette intrépidité-là, c'est ce courage, c'est cette combativité qui va faire en sorte que quand ses supérieurs dans l'armée avaient des missions difficiles, des missions casse-cou, des missions coupe-gorge, on pensait à Jean-Jacques Dessalines et lui répondait présent. Vous vous demanderez, mais comment est-il passé de son état d'esclave à l'état de soldat? Mais c'est parce que, vous l'avez appris avec moi à cette émission, à compter du 21 août 1791, eh bien, les esclaves à Saint-Domingue, pas seulement à Saint-Domingue, il faut aussi rappeler qu'ailleurs, à la Jamaïque, ailleurs, n'est-ce pas, en Martinique, ailleurs en Guadeloupe, pour ne citer que ces exemples-là, ailleurs aux États-Unis, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, c'était, si vous vouliez, un siècle bouillonnant de révolte, parce que, contrairement à ce que tendent à nous faire croire certains faux historiens qui voulaient que les esclaves noirs aient accepté, n'est-ce pas, leur sort, qu'ils se soient même complus dans leur état d'esclavage. On imaginait même, dans certains livres d'histoire, l'état d'un esclave heureux, hein, qui n'est pas sans rappeler l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, du bon sauvage, le sauvage qui, tout en étant sauvage, n'est-ce pas, serait tout heureux. L'esclave qui, tout en étant esclave, est tout heureux, c'est faux, ça. Quand on prend le temps de regarder les faits, de les faire parler ces faits-là, les esclaves n'ont jamais accepté comme étant naturel le fait de servir les Blancs. Non, nos ancêtres n'acceptaient pas le fait que le Blanc soit né pour commander, pour diriger au nom d'une certaine supériorité ontologique. Ça, c'est de la foutaise, tout cela. Pas plus qu'ils n'acceptaient qu'ils étaient faits pour être asservis ou pour servir, n'est-ce pas, le Blanc. Non, les humains sont égaux. Ils sont nés avec les mêmes droits et toutes les injustices auxquelles on est soumis ont été faites de main d'homme. C'est aussi les hommes qui doivent les faire sauter, ces injustices-là. Eh bien,
À compter de 1791, je l'ai dit, eh bien, il y a eu ce soulèvement général, août 1791, et les esclaves se sont retrouvés, pour ainsi dire, soldats. Qu'est-ce qu'ils avaient comme armes? Leurs machettes. Qu'est-ce qu'ils avaient comme armes? Leurs instruments aratoires, c'est-à-dire les outils avec lesquels ils travaillaient la terre, et ils s'en sont servis pour se battre. Et tranquillement, beaucoup d'entre eux vont être enrôlés dans un premier temps dans l'armée auxiliaire de l'Espagne, sous Toussaint Louverture, sous Jean-François, sous Biassou. Et lorsque, dans le cas de Toussaint, il va faire le revirement vers l'armée française parce que Sontonax en 93 s'est rendu à l'évidence qu'il lui faut proclamer l'affranchissement général, eh bien, Toussaint a compris, voilà, c'est le signal, c'est l'élément déclencheur pour revenir sous le pavillon français. Et donc, Dessalines, la première fois qu'on va entendre parler de lui, c'est dans l'armée de Toussaint Louverture. Et donc, homme intrépide, homme farouche, pas toujours discipliné, si bien que dans l'armée de Toussaint Louverture, il sera puni lui aussi, il va faire quelques jours de prison, hein, n'est-ce pas, sous Toussaint Louverture, parce qu'il ne suivait pas toujours les ordres comme on les lui transmettait. Eh bien, par cette discipline, il va forger son caractère, cet homme farouche, cet homme intrépide. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, puisqu'il n'est pas mon camarade, comme pourrait dire, n'est-ce pas, Baïna Bello, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est aussi l'homme de la rupture radicale. En ceci, il a fait un choix différent de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est un étapiste. C'est l'homme qui étend sa toile d'araignée, qui commence par faire un retour sous le pavillon français. C'est l'homme qui va faire partir en exil tous les gouverneurs, tous les agents que la métropole envoie en colonie pour avoir tous les leviers du pouvoir. C'est l'homme qui va faire écrire et faire voter une constitution, hein, et qui va clairement définir les frontières administratives, les frontières politiques entre la France et Saint-Domingue. Ce qu'il voulait, quand on prend le temps d'étudier la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture, c'est un lien commercial, un lien culturel avec la France, rien d'autre. Donc on comprend que, contrairement à ce qu'on nous a toujours appris, c'est-à-dire dresser un Dessalines contre un Toussaint Louverture, mais ces deux hommes n'étaient pas si loin que cela au niveau de l'idéologie, même si au niveau du style, parce que le contexte n'étant pas le même, même si au niveau du style, il y a des différences notables, mais à terme, Toussaint Louverture souhaitait l'indépendance de la colonie.
Une indépendance qui maintiendrait un lien commercial avec la France, une indépendance qui maintiendrait, si vous voulez, un lien culturel avec la France. Le français resterait, si vous voulez, la langue de l'enseignement, le français resterait la langue de l'administration, etc. Donc, si Toussaint Louverture, c'est l'homme qui déploie sa vision par étapes, eh bien, Jean-Jacques Dessalines, parce qu'il voyait clair à la scélératesse des Français, parce qu'il voyait clair à la scélératesse des esclavagistes, pas seulement des Français, mais à la scélératesse des Anglais, à la scélératesse des Espagnols. Il a dit, écoutez, nous, il faut y aller d'un coup, il faut proclamer notre indépendance. Et pour y arriver, mais il ne fallait pas faire dans la dentelle. C'est l'homme, comme je l'appelle, de la rupture radicale. Vous savez, il y a un moment dans l'histoire d'un peuple où c'est la rupture radicale qui s'impose. Quand, à la suite d'une émission que j'ai présentée dernièrement, quelques amis m'ont appelé pour dire « Mais Jean-Fils Aimé, vous recommandez ni plus ni moins que la violence, la tabula rasa pour sortir Haïti de là où elle est ». J'ai dit oui, sans désemparer, car il y a des moments dans l'histoire d'un peuple, il y a des moments dans la vie d'un peuple où c'est la rupture radicale qu'il faut. Il y a des moments pour des réformettes, parce que c'est 2 ou 3 droits qui sont bafoués, et puis bon, ben voilà, on ne va pas renverser toute la table pour sauver 1 ou 2 droits. On garde ce qu'on a, parce que on a majoritairement un menu qui est respecté, eh bien on va picorer, on va aller chercher ce qui manque en introduisant dans la société, si vous voulez, quelques réformettes. Mais il y a d'autres moments, et c'est le cas d'Haïti, où c'est la tabula rasa. Il faut faire table rase de tout ce qui existe parce que justement, on refuse tout à la majorité. Évidemment, comme j'aime à le dire de manière sarcastique, il y aura toujours des bien-pensants, il y aura toujours des bien-possédants pour, n'est-ce pas, nous faire détester la rupture radicale comme étant, si vous voulez, la peste noire. Pardonnez mon jeu de mots, mais à un moment donné dans l'histoire d'un peuple, quand on veut reconstruire la maison, quand on veut faire advenir cette nation que souhaitaient justement nos ancêtres, on n'a pas le choix que d'y aller avec la rupture radicale. Pourquoi la rupture radicale? Jean-Jacques Dessalines comprenait cela. Ce que Bonaparte voulait, c'était de débarrasser la colonie de tous les nègres qui avaient déjà goûté à la liberté. Il voulait les supprimer. C'était un véritable génocide. Les supprimer de toutes les manières, les gazer sur les bateaux. Oui, oui, oui. Avant que les nazis aient fait l'expérience n'est-ce pas, de ces gaz sur des humains, mais nos ancêtres ont subi cela. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Dans les cales à bateau de Napoléon, on a gazé, n'est-ce pas, nos ancêtres, on les a pendus, on les a noyés, on les a brûlés vifs, parce que Napoléon Bonaparte voulait tout simplement enrayer ou effacer toute vie de noir dans la colonie. Pas seulement dans la colonie, mais ailleurs aussi. Mais il se servait de la colonie de Saint-Domingue pour cette première expérience. Dès que Jean-Jacques Dessalines a compris que
c'était une lutte, si vous voulez, pour la vie ou la mort. Mais il a dit, on ne va plus parlementer avec les Français, on ne va plus parlementer non plus avec les Anglais, on va se battre pour l'indépendance et advienne que pourra. Le contexte l'imposait. Eh bien, puisque je vous l'ai dit, je ne fais pas l'histoire dans un paradigme muséal, je ne fais pas l'histoire dans une approche muséale, je vois ce que l'histoire peut nous enseigner pour aujourd'hui. Eh bien, moi, quand je regarde l'Haïti d'aujourd'hui, la rupture radicale s'impose. Déjà, notre destin nous échappe. Quand je vois ces malveillants des nations étrangères ou ces malveillants des entités internationales nous dire qui doit être Premier ministre, quelle forme de gouvernement nous devons avoir, quand je les entends nous dire quand est-ce qu'il faut tenir des élections, quand est-ce que des élections sont légitimes, mais j'ai envie de leur dire de quoi vous vous mêlez, occupez-vous de vos affaires. On leur a dit, ils n'écoutent pas. On a fait des manifestations pacifiques, ils n'écoutent pas. À un moment donné, il faut faire ce qu'il faut faire. Eh bien, on bazarde tout. On fout un coup de pied, n'est-ce pas, dans le bazar et on recommence tout cela. Et Jean-Jacques Dessalines, c'était l'homme de la rupture radicale. Il y a un temps pour parlementer, il y a un temps pour y aller par étapes. Il y a un temps pour introduire des réformes, si vous voulez, doucement, de manière à ne pas choquer, n'est-ce pas, ceux pour qui ces réformes sont introduites. Mais il y a d'autres moments où le choix est clair, vivre libre ou mourir. Je disais à quelques amis dernièrement, il n'y a pas un seul droit qui soit reconnu à tout autre peuple ailleurs, ou qui soit reconnu sur papier ailleurs, qu'on reconnaisse au peuple haïtien. Le droit à la vie, on s'en fout. Le droit de pouvoir manger à sa faim, on s'en fout. Le droit de boire, le droit de travailler, le droit d'envoyer ses enfants à l'école et de s'instruire soi-même. Alors, dans un tel contexte, faut-il faire des réformettes ? Dans un tel contexte, faut-il se contenter de dire « mais il faut changer les règles du jeu ». Non, mais c'est toute la table qu'il faut renverser, quitte à ce que les autres nous jugent. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles Jean-Jacques Dessalines est pertinent aujourd'hui. C'est un homme qui accordait très peu de considération, pour ne pas dire qui n'accordait aucune considération au jugement que la postérité pourrait porter contre lui. Ce qui lui importait, c'était le bien-être et la liberté de ses frères et sœurs. Si mon peuple est bien, si mes frères et sœurs, n'est-ce pas, sont libres, s'ils disposent de ce territoire où ils ont le contrôle de leur destin, que m'importe le jugement que pourraient porter contre moi les Européens, ce qui m'importe, c'est le bien-être de mon peuple. Ah, que nous sommes loin de cet idéal dessalinien. On fait tellement attention, hein. Souvent, je regarde nos analystes politiques noirs faire toutes sortes de pirouettes et à force de faire des pirouettes, ils deviennent des girouettes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas dire quelque chose que le blanc n'approuverait pas. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche.
Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60$. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50$. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10$ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Et vous notez souvent, ils vont commencer leur déclaration, mais je souscris à la non-violence. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je souscris à la non-violence, pourvu qu'on prenne le temps de définir la violence, pourvu qu'on prenne le temps de réaliser, mais au fait, ceux qui subissent la violence sont toujours les mêmes, et ceux qui infligent la violence sont toujours les mêmes. En sorte que, comme pourrait le dire Martin Luther King, à un moment donné, nous sommes devenus aussi coupables que les malfaiteurs eux-mêmes qui sèment la violence par notre silence. À force de dire « je souscris à la théorie de la non-violence », on ferme les yeux sur la violence qui consiste à priver une population de nourriture. On ferme les yeux sur la violence qui consiste à priver une population du droit de vivre. On ferme les yeux sur ce droit inaliénable qui consiste, n'est-ce pas, à ce qu'on ait un territoire où il fait bon vivre. Et donc, Jean-Jacques Dessalines n'en avait cure des jugements qu'on pourrait porter contre lui. Ce qui lui importait, c'était le bien-être de sa population. Donc on voit un Jean-Jacques Dessalines, maître de son destin, qui refusait d'entrer dans une case. Vous savez, les experts, les sociologues, les psychologues, les experts en Sciences Po aiment bien pouvoir nous caser. Lui, il entre là. Jean-Jacques, il s'en foutait. Je ne suis pas esclave. Vous pouvez penser que je suis esclave. Je ne suis pas esclave. Vous me traitez en esclave, vous allez y goûter, vous allez devoir m'infliger vos cocomacaques, sauf qu'un jour, vous allez devoir subir les conséquences de cela. C'est le maître de son destin. C'est le soldat farouche qui ne reculait pas devant les missions casse-cou si tel était son devoir. C'est aussi l'homme qui accordait très peu d'importance, sinon aucune importance au jugement qu'on pourrait porter contre lui. Nous sommes tellement peureux, nous avons tellement peur de ce que celui qui regarde va penser de moi. Est-ce qu'il va penser que je suis violent? Est-ce qu'il va penser que je suis l'apôtre de la violence? Et quand il risque de le penser, ouf, je deviens un caméléon, je change de couleur, je change de peau. Non, Jean-Jacques Dessalines n'était pas comme ça. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous.
nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Notre Jean-Jacques Dessalines, c'est aussi l'homme qui assume sa négritude. Jean-Jacques Dessalines, comme on le voit, il est né à Saint-Domingue. Donc, selon la typologie, c'est un créole, c'est-à-dire un nègre qui est né dans la colonie par opposition aux 60% d'autres nègres qui, eux, arrivent de l'Afrique. Et ceux-là, ils étaient moqués, on se moquait d'eux. C'était les bossales, c'était les baptisés debout, c'était des Congos. Ici, c'est un terme générique pour référer à ceux qui n'avaient pas encore, si vous voulez, été exposés à la civilisation, suivez mon regard, européenne. Quelle civilisation? Une civilisation qui impose l'esclavage à d'autres humains. Une civilisation qui d'injustice, c'est le cas de le dire, une civilisation de vol, de rapine, etc. Eh bien, notre Jean-Jacques Dessalines, c'est un noir assumé. Il faisait table rase de tous ces maniérismes-là imposés par la civilisation européenne. D'ailleurs, ses proches collaborateurs le lui reprochaient. Christophe qui avait plutôt des manières anglais, Toussaint Louverture qui lui avait des manières très créoles, très proches de la métropole. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, lui, se foutait de tous ces maniérismes-là. Parlait créole, ça ne veut pas dire qu'il ne parlait d'autres langues, mais il priorisait le créole. Pour quelle raison? Parce que c'était la langue de l'écrasante majorité. Et regardez à quel point cet homme était en avance sur son temps. C'était un avant-gardiste. Il rejetait les archétypes de l'Europe qui nous imposent des normes de beauté, qui nous imposent des normes du bon, qui nous imposent des normes du bien. Cet homme, c'était un fin danseur, et quand on dit fin danseur, ce ne sont pas les danses que l'on copie des autres, mais c'était un fin danseur au sens africain du terme. Il rejetait toute l'Europe, même dans ce qu'il mangeait. Vous savez, c'était signe de prestige dans la colonie, surtout depuis l'affranchissement général des esclaves. C'était signe de prestige que de pouvoir consommer ce que l'Européen consommait. C'était signe de prestige que de consommer ce qui était importé de l'Europe. Mais non, Jean-Jacques Dessalines, c'était un nègre assumé. Nègre assumé dans le parler, nègre assumé dans la nourriture, nègre assumé dans les danses, comme on vient de le voir, nègre assumé aussi dans la spiritualité. Personne n'irait remettre en question l'attachement de Jean-Jacques Dessalines, n'est-ce pas, à la spiritualité vaudou, à la mystique vaudou, ses conseillers, en particulier, n'est-ce pas, son mentor, sa légendaire mentor, n'est-ce pas, Tante Toya ou Grande Guitonne, n'est-ce pas? Eh bien, c'était des vaudouisants reconnus. Cet homme prenait ses décisions en tenant compte de la mystique nègre. Si vous ne connaissez pas votre histoire universelle, votre histoire générale, vous risquez de cligner des yeux en disant un homme qui consulte
qui tient compte de la mystique avant de prendre des décisions politiques. Qu'est-ce que c'est que cela? Moi, je veux la science administrative. Ah bon? Où allez-vous trouver ça, vous? Vous pensez qu'en Angleterre, comme je l'ai dit à quelques reprises dans d'autres émissions, la reine ou ses prédécesseurs, les rois, ne prennent pas leurs décisions en tenant compte de la mystique? Vous pensez qu'aux États-Unis, les pères fondateurs, n'est-ce pas, les pères constituants ou constitutionnalistes, n'est-ce pas, n'ont pas pris leurs décisions en se basant sur la mystique franc-maçonnique? Et pourquoi notre Jean-Jacques Dessalines lui-même devrait se priver de sa spiritualité totale, de sa spiritualité holistique, de sa spiritualité vaudou? C'est un nègre assumé. Et si Aimé Césaire a raison en disant que c'est à Haïti, entendons Saint-Domingue, que la négritude s'est mise debout pour la première fois, il n'a pas tort, parce que ce Jean-Jacques Dessalines, j'aurais tôt fait de l'appeler littéralement le père de la négritude avant la lettre, car il assume tout du nègre. Le parler, la mystique, les danses, la vision du monde, le concept familial, le concept de la famille, ce pater familias au sens africain du terme, le concept aussi de la réussite collective, l'Ubuntu. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, c'est un nègre assumé. Quand je regarde quelques-uns de nos politiciens dans les pays nègres, qui sont sans odeur, sans saveur, sans couleur, quand ils doivent défendre, n'est-ce pas, une politique publique, quand ils doivent défendre, n'est-ce pas, leur population, tout à coup, ils deviennent comme des êtres éthérés. Jean-Jacques Dessalines n'était pas comme ça. C'est un nègre vertical, au sens mélioratif du terme, dans la bonne acception du terme. Notre Jean-Jacques Dessalines, et en ceci il est très pertinent aujourd'hui, c'est l'homme de la justice sociale. Pendant la colonie et après la colonie, celui qui avait les terres était riche, celui qui n'avait pas de terre était condamné à la pauvreté, pauvreté crasseuse, pauvreté indécente. Et voilà justement que l'aristocratie d'alors, donc les élites d'alors, faisaient main basse sur la seule source de richesse d'alors. Et notre Jean-Jacques Dessalines, pétri de justice sociale, disait, mais et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Mais d'où lui venait cette solidarité? Lui qui ne vient pas de l'Afrique, justement. D'où lui venait cette solidarité? Lui qui est né dans la colonie, donc qui est un créole. D'où lui venait donc cette solidarité? Lui qui aujourd'hui est au fait, au sommet du pouvoir politique. Il demeurait pourtant solidaire avec les masses et il prenait fait et cause pour elles, ces masses-là, dans leur combat pour la justice sociale. L'insensibilité du Premier ministre actuel, Ariel Henry, est légendaire. Personne n'a jamais vu ça. Cet homme, on dirait qu'il est imperméable à la souffrance de son peuple. D'ailleurs, est-ce son peuple? Il est imperméable aux cris des masses haïtiennes. Cette masse qui est livrée au kidnapping, qui est livrée aux gangs, qui est livrée à l'insécurité alimentaire. Cette masse qui n'a rien, ni électricité, ni eau courante, ni éducation. Cette masse qui n'a rien, qui ne travaille pas. Eh bien, Ariel est imperméable à cette souffrance-là. Jean-Jacques Dessalines, parce qu'il était un combattant pour la justice sociale, parce qu'il combattait contre les injustices sociales, était proche de son peuple. C'était l'homme des grands sacrifices, hein? Et souvent, c'est mon privilège de le rappeler, il
suivait la méthode de son commandant en chef, Toussaint Louverture, qui, lorsque Leclerc est arrivé, a dit « c'est une lutte à finir avec les esclavagistes ». Leclerc revient pour nous faire retourner sur les plantations. Si nous n'arrivons pas à les vaincre, il faut tout brûler, il faut qu'ils marchent sur des cendres. Donc la politique de la terre brûlée, elle est de Toussaint Louverture, même si le nom de Jean-Jacques Dessalines y est attaché. Mais ce qu'on oublie, quand Jean-Jacques Dessalines, suivant ainsi les consignes de Toussaint Louverture, disait qu'il faut couper les têtes de nos ennemis et brûler les maisons, couper tête, brûler caille, mais ce qu'on oublie, c'est son palais qu'il construisait, qui a passé au feu en premier. Il construisait son palais là, en tant que général, en tant que haut gradé de l'armée. À un moment donné, il était devenu, n'est-ce pas, un homme d'affaires prospère, puisqu'il louait de très grandes terres à l'État domingois de Toussaint Louverture, qu'il rentabilisait, donc qu'il faisait fructifier. Eh bien, quand est venu le moment de mettre en pratique ce mot d'ordre de Toussaint Louverture, à savoir la politique de la terre brûlée, comme Henri-Christophe l'avait fait dans le Nord, en mettant le feu à son manoir superbement meublé, eh bien Dessalines va mettre le feu aussi dans son palais qu'il construisait dans l'Artibonite. C'est un homme qui avait le sens du sacrifice pour le plus grand bien du plus grand nombre. Évidemment, par la suite, ces détracteurs, c'est toujours le cas, vont raconter toutes sortes d'histoires sur la prétendue corruption de Jean-Jacques Dessalines. Au fait, tous ces hommes-là, nos ancêtres, les Toussaint Louverture, les Henri-Christophe, les Jean-Jacques Dessalines, même s'ils étaient prospères dans leurs affaires, considéraient l'argent, et c'est leur mot, comme le métal corrupteur. Toussaint Louverture appelait justement l'argent le métal corrupteur. Et vous savez ce qu'on disait de nos ancêtres, en particulier de Toussaint Louverture, on l'appelait l'incorruptible. Toussaint Louverture. Et donc, Jean-Jacques Dessalines, apprenant ainsi de son commandant en chef, c'était un homme qui se battait contre les injustices sociales. Imaginez s'il vivait aujourd'hui. S'il vivait aujourd'hui, il lancerait le même mot d'ordre qu'il avait lancé au XVIIIe siècle, couper tête, boule écaille. Non, la masse est privée de tout, couper tête, boule écaille. La masse est privée de tout, la masse est privée de tous ses droits, mais couper tête, brûler écaille. Et quand on dit, ah ouais, mais on ne peut pas faire un pays avec ça, bien sûr, mais encore faut-il que ce pays existe. Il faut jeter des bases solides. Et on ne construit pas, si vous voulez, un château sur des cartes, justement. On ne construit pas, si vous voulez, un bâtiment solide sur des sables mouvants. Quand les bases, n'est-ce pas, sont mouvantes, parce qu'elles sont viciées, parce que les règles sont à l'avantage d'une poignée, mais il faut tout recommencer. Notre Jean-Jacques croyait en l'unité de son peuple. Vous savez, ce n'était pas un coloriste, hein, comme on le voit dans plusieurs de nos pays. Nègre, assumé, sans complexe, fier de l'être. Mais il tendait la main pour forger l'unité de la nation aux anciens libres, les affranchis, les mulâtres. Imaginez un Jean-Jacques Dessalines qui a croisé le fer avec Pétion lors de la bataille de la Crête à Pierrot, puisque Pétion est revenu avec Leclerc dans l'armée expéditionnaire de Bonaparte pour faire retourner sur les plantations d'esclaves les nouveaux libres, donc les Dessalines y compris. Jean-Jacques Dessalines n'était pas un homme qui avait de la rancune tenace, non. Il pouvait se sacrifier pour le bien de son peuple, parce qu'il croyait en l'unité de ce peuple-là. Aïe, aïe, aïe.
C'est pas pour rien que quand on lit sa constitution de 1805, il le dit péremptoirement, le peuple haïtien sera reconnu comme un peuple noir. Donc toutes ces nuances épidermiques, toutes ces nuances coloristes par lesquelles l'Européen nous divisait en fonction de telle quantité de gouttes de sang blanc qu'on a dans nos veines, eh bien, on était placé plus haut ou plus bas dans l'échelle sociale en fonction de la quantité de gouttes de sang blanc que nous avons dans nos veines. Eh bien, d'un trait de plume, dans la Constitution de 1805, du 20 mai 1805, Jean-Jacques Dessalines a supprimé tout cela. Il combattait la corruption. Voyez, tout ce à quoi nous assistons maintenant en Haïti, c'est l'effet de la corruption. La corruption et l'impunité. On vole, ce n'est pas grave. Parce que l'État n'est pas engagé dans le combat contre la corruption. Parce que ceux qui sont élevés en dignité ne sont pas engagés dans le combat contre la corruption. Ceux qui ont un micro ne sont pas engagés dans le combat contre la corruption. Notre Jean-Jacques Dessalines a fait cette tournée légendaire dans le Sud parce qu'il avait entendu parler de ces fabrications de titres de propriété. Tout le monde devenait héritier d'un blanc qui avait laissé telle propriété. Tout le monde tout à coup devient fils d'un blanc qui aurait possédé tel bien. Et il disait à la blague, eh bien, quand les blancs étaient là, vous n'étiez pas leurs héritiers, vous n'étiez pas leurs fils. Maintenant qu'ils ne sont plus là, tout à coup, vous découvrez un héritage. Mais et les pauvres noirs, dont les pères sont en Afrique? Vous notez que dans l'Haïti d'aujourd'hui, on aurait besoin d'un Dessalines qui pose cette question. Cette question cardinale. Et la majorité des Haïtiens, cette majorité qui n'a rien, cette majorité qui ne mange pas à sa faim, qui va la défendre? Oui, on défend les banques, ah oui, on n'a pas le droit de brûler, on défend, si vous voulez, la classe d'affaires, on n'a pas le droit de casser les magasins, on défend, n'est-ce pas, les ministres, ah, la police les protège, mais la majorité, qui la défend, elle? Qui se bat contre la corruption? Qui combat la corruption dans nos pays? On aurait donc besoin d'un Jean-Jacques Dessalines. C'est un vrai leader, vous savez. Un leader, c'est quelqu'un qui ne pense pas à lui. Et c'est dans ce sens qu'il est un homme d'État avant d'être un politicien. Il ne pense pas à son maintien au pouvoir. Il ne pense pas à se perpétuer au pouvoir par, si vous voulez, sa postérité. Lui, ce qu'il voulait, c'était le bien-être de son peuple. Ce qu'il voulait, c'était la liberté pour son pays. Et donc, il a consacré toute son énergie. Imaginez, cet homme n'a régné que pendant 2 ans, hein, même là. Du 1er janvier 1804 au 17 octobre 1806. Et donc, dresser l'inventaire des forts que cet homme a fait construire partout à travers le pays, du nord au sud, d'est en ouest. Pour quelle raison? Ce qui le préoccupait, c'était, si vous voulez, la sûreté du territoire national. Imaginez aujourd'hui, ce sont précisément ceux qui nous dirigent qui font entrer des armes illégalement au pays. Imaginez, ce sont précisément ceux qui nous dirigent qui souhaitent l'occupation du territoire. Ce sont précisément ceux qui nous dirigent qui n'osent même pas lever le petit doigt sans avoir l'approbation de l'ambassade américaine. Vous voyez comment nous sommes loin de l'idéal dessalinien, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand est-ce que surtout cela nous est-il arrivé? Quelle est cette maladie que j'appelle justement la blancomanie, cette peur du blanc, n'est-ce pas?
nous idolâtrons ce blanc et en même temps nous avons peur de lui, en sorte que nous n'osons même pas défendre notre territoire. Telle partie du pays est sous le contrôle de telle entreprise étrangère qui exploite nos ressources et nous ne savons de qui cette compagnie détient les droits, qui lui donne l'autorisation de faire cela. Que de fois et à plusieurs reprises, n'est-ce pas, tels soldats de l'armée américaine débarquent à l'aéroport, armés jusqu'aux dents, des gens qui arrivent avec un arsenal, ce qui est contre le droit international. Et puis les autorités, suivez mon regard, n'osent même pas défendre leur territoire. Jean-Jacques Dessalines, c'est l'homme qui, dans sa constitution, enchâsse cette notion. Au premier coup de canon, la nation est debout. Pour quelle raison? Parce que nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père de famille, s'il n'est soldat. C'est-à-dire prêt à défendre, n'est-ce pas, son pays, et s'il n'est bon époux. Voyez l'idéal dessalinien? Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père. La solidité d'une famille, c'est le reflet de la solidité de la société. Donc, la solidité de la société est proportionnelle, si vous voulez, la solidité d'une société est proportionnelle à la solidité de la famille. Donc, il faut être bon père de famille, il faut être bon époux et bon soldat. Bon soldat. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. Imaginez, nous sommes en 1805 là. Jean-Jacques Dessalines sait déjà que la liberté est éphémère si on ne travaille pas. La liberté est éphémère si on n'exerce pas un métier ou une profession. Et imaginez l'article 21 de la Constitution, l'agriculture comme le premier, le plus noble, le plus utile de tous les arts sera honorée et protégée. Aujourd'hui, on importe tout, on importe tout. Le pire, ce sont nos propres dirigeants qui ont tout fait pour tuer la production nationale. Au cours de ces dernières années, peut-être au cours de ces 20 ou 25 dernières années, il n'y a eu aucun effort. Oui, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des gouvernements qui ont déployé de l'effort pour sauvegarder, si vous voulez, l'autonomie alimentaire de ce pays. Mais d'autres dirigeants ont livré nos frontières au nom du libéralisme. Ont livré nos frontières à l'importation de toutes sortes de produits. Si bien qu'aujourd'hui, on importe tout. Alors que Jean-Jacques Dessalines disait « L'agriculture sera le premier, le plus noble, le plus utile de tous les arts, et elle sera, l'agriculture, protégée et honorée. » La crise haïtienne n'est pas sans solution, je l'ai déjà dit. Nos solutions, on peut les trouver seulement en considérant ce que nos ancêtres ont fait dans des contextes comparables. Ce qu'ils ont fait dans des moments de noirceur, ce qu'ils ont fait dans des moments de grande difficulté. C'était un visionnaire qui pensait déjà à fournir des soins de santé à sa population, qui pensait déjà, nous sommes au 19e siècle, que l'éducation, la santé, donc le travail, sont des droits inaliénables qui sont de nature à solidifier la liberté. Et quand on perd ces droits-là, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, mais c'est la liberté qui part avec. Si aujourd'hui nous sommes
aux abois, si nous sommes livrés à l'improvisation, en sorte que l'étranger ose même dire que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls et que son aide nous sera indispensable, c'est ne pas connaître cet ancêtre-là, cet illustre ancêtre qu'est Jean-Jacques Dessalines. En terminant, et j'aime toujours le rappeler, Jean-Jacques Dessalines pourtant n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il y a bien sûr d'autres grandes politiques de Jean-Jacques Dessalines qu'on aurait pu souligner, le fait qu'il tenait à rendre aux oppresseurs d'hier la monnaie de sa pièce, d'où ce fameux massacre des Français. Vous savez, il faut faire attention au mot massacre, non. On a rendu aux Français, qui pendant plus de 2 siècles ont semé la mort dans nos familles, on leur a rendu la monnaie de leur pièce, ce n'est que justice. Jean-Jacques n'a pas massacré, c'est pas un massacreur, il a fait justice. Parce que les Français qui restaient narguaient la population, narguaient le gouvernement et se moquaient du peuple haïtien en disant « vous allez voir, n'est-ce pas, vous allez revenir à votre plantation en tant qu'esclave » et Dessalines devait marquer le coup en rendant à l'oppresseur d'hier le mal qu'il nous a fait. Au fait, en des termes justes, c'est ce qu'on appelle la réparation. Dessalines, c'est l'homme qui croyait en la séparation de la religion d'avec l'État. Imaginez, même si la Déclaration universelle des droits de l'homme en France avait proclamé la séparation de l'Église d'avec l'État, cela n'est devenu réalité que très peu de temps après. Mais Jean-Jacques Dessalines a dit non, il n'y aura pas de religion dominante, la religion sera affaire privée. L'État ne va subventionner aucune religion, ni ne fera la promotion d'aucune religion. L'État n'accordera de privilèges à aucune religion. Extraordinaire, hein? La laïcité, sans exagération. La liberté des cultes est tolérée, disait Jean-Jacques Dessalines dans l'article 51 de sa Constitution. Autant dire, dans les limites du droit, pratiquez la religion que vous voulez, pourvu que vous travailliez, par exemple. Et ça, ce serait bien de rappeler ça aux diverses religions d'Haïti. Hein, vous savez, les religions organisent des services de tous les jours. Ça encourage, n'est-ce pas, la paresse. Surtout les religions protestantes. Hein. Elles ont, ces religions-là, un service de prière tous les jours. Jeûne le lundi, jeûne le mardi, le mercredi. Donc il y a un jour consacré à chaque problématique. Mais il vous reste quoi comme temps pour travailler? Il vous reste quoi comme temps pour être un bon père, une bonne mère de famille? Il vous reste quoi comme temps pour être un bon fils, une bonne fille, comme disait la Constitution, pour être un bon soldat? Et ne se contentant pas d'organiser un jour de prière à chaque jour de la semaine, là, les religions protestantes invitent la population à 40 jours de jeûne. Et après, à 7 jours d'action de grâce. Et le pire, ces pratiques sous-développementales-là nous suivent même en terre étrangère. La liberté des cultes est tolérée, mais il faut quand même pratiquer un métier, mais il faut quand même pratiquer l'agriculture, mais il faut quand même du temps pour défendre le territoire. Vous notez la pertinence de Jean-Jacques Dessalines? Enfin, il est un homme imparfait, comme tout autre homme. Tant mieux, parce que s'il était parfait, je le trouverais, si vous voulez, inaccessible. Étant imparfait nous-mêmes, comment pourrions-nous penser à imiter quelqu'un de parfait? Or, c'est précisément parce que Jean-Jacques Dessalines est imparfait
que nous pouvons puiser dans son histoire, dans ses politiques publiques, dans ses décisions, dans ses réflexions, des leçons qui puissent nous guider aujourd'hui. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. J'espère vous avoir été utile. La vie des ancêtres, c'est fait pour nous booster, c'est fait pour nous redonner espoir. Vous pensez que ce qu'on vit aujourd'hui est pire que l'époque de l'esclavage? Vous pensez les quelques gangs qui nous attaquent, qui nous oppriment, sont plus menaçants que les esclavagistes qui avaient leurs chiens renifleurs, leurs bulldogs, leurs maréchaussées? Non. Ils vivaient des choses beaucoup plus difficiles encore. Mais leur verticalité, leur détermination, leur combativité, leur refus de la résignation les a portés à vaincre tout cela pour nous livrer un pays libre, un pays indépendant. Puissions-nous nous inspirer de leur exemple, puissions-nous apprendre d'eux pour être lucides dans la crise actuelle, le chaos actuel. Puissions-nous apprendre d'eux pour identifier nos ennemis. C'est de la naïveté que d'appeler nos ennemis nos amis. Quand vous parlez des États-Unis, du Canada, de la France comme des pays amis, c'est de la naïveté. Puissions-nous donc imiter leur lucidité et que tout cela nous rende courageux pour faire face à nos défis. Merci d'avoir été à l'écoute. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. N'oubliez pas de précommander mon tout dernier livre sur Toussaint Louverture. Likez, partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.